Bah putain, c'était une chouette année. Je suis content là, on a fait un bon projet qui tient bien et tout. Le boulot a pas mal avancé. Ouais, ça c'est assez cool. Ah, Guillaume, tu peux me passer une clope s'il te plaît? Ok. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. J'ai dit quelque chose de mal. Est-ce que c'est un rapport avec ce qu'on a dit aujourd'hui? On a dit quoi aujourd'hui déjà? Alors aujourd'hui, comme on est tous de très bonne humeur, on a décidé d'aborder avec vous le doux sujet du traumatisme. Alors le traumatisme, c'est un concept qui vient de la médecine où il sert à décrire les dommages provoqués par une blessure grave et soudaine. En gros, les gros bobos, comme un traumatisme abdominal ou un traumatisme crânien. Par contre, en psychanalyse, quand on parle de traumatisme, on parle plus des dommages psychiques causés par un événement. En gros, les perturbations mentales, on peut dire. Et c'est un grand combat à mener pour essayer d'aller mieux. Ouais, c'est un combat, mais... psychologique. Et si on décide de voir un psychanalyste, c'est qu'on est engagé dans ce genre de combat, mais que seul, on n'arrive pas vraiment à cerner le conflit. Le psy, s'il est bon, pourra nous aider à saisir ce genre d'aspect qui nous échappe dans la vie, mais qui nous détermine quand même. Oui, s'il est bon. Et même si t'as pas mal de facilité à mettre des mots sur ce qui t'arrive, il y a forcément des expériences limites chez chacun d'entre nous, trop fortes, trop marquantes, et là ça devient très difficile à saisir. Impossible de revenir dessus directement, parce que c'est beaucoup trop douloureux, et dès qu'on commence à l'aborder, ça rejaillit d'un coup, et ça paralyse méchamment la pensée. À ce moment, l'excitation nous déborde, et il nous faut lutter contre ça. Et à ce moment, on cherche à comprendre ce qui se passe. Et si on creuse, on pourra trouver en dessous un assez gros morceau. Et ce truc qui rejaillit en nous, on peut penser que ça fait écho à un contexte précis de notre passé. Mais pour le voir sous cet angle, il va falloir creuser un peu en arrière, un peu comme quand un médecin nous dit « Comment vous vous êtes fait ça ?» Pourtant, même en réfléchissant sur ce genre de blessure, on tombe rarement juste sur l'élément déclencheur, ça fait plutôt revenir d'autres souvenirs, d'autres peurs, et au final ça va beaucoup plus loin que prévu. C'est pour ça que quand on parle de traumatisme en psychologie, c'est plutôt pour évoquer une douleur, difficile à localiser, qui revient sur la scène et qui déborde encore et encore. D'accord, et ça fait depuis ce matin que vous faites des combats psychologiques, vous? Exactement. N'empêche, c'est exactement ça le traumatisme, un combat psychologique. Attends, pourquoi c'est si compliqué à comprendre là? Je capte pas là. Donc en gros, t'es en train de me dire que pour toi, ça serait dû à un truc comme un traumatisme qui revient d'un coup sec comme ça, et qui fait que là, Guillaume, il a envie de se barrer d'un coup sans raison. Tu penses pas que ça peut juste être, je sais pas, aller acheter des clopes par exemple Est-ce que t'as pas remarqué que pour cet épisode en particulier, il arrivait vraiment pas à aborder la question, alors que déjà d'habitude c'est laborieux, mais là c'était quand même assez visible. Hein. Ah, c'est vrai que c'était un peu... Il y a quelque chose à creuser. Ah, en effet. À creuser. Alors pourquoi c'est si compliqué de comprendre la notion de traumatisme en psychanalyse? Eh ben tout simplement parce que ça fait référence à un vécu qui est en totale contradiction avec notre principe de plaisir. C'est tellement déplaisant que on va pas pouvoir vraiment le penser. Et donc ça va nous échapper et ça va rester enfoui à l'intérieur, un peu comme un corps étranger qui pourra ressurgir à tout moment. Mais, attendez, je sais pas, hein, c'est peut-être moi, mais vos définitions, elles sont super floues et vraiment pas compréhensibles. Hein. Je veux dire, en médecine, c'est plus clair. Si j'ai un traumatisme crânien, je passe un IRM et hop, on le voit, le traumatisme est prouvé scientifiquement. Point. En fait, et je sais pas, hein, je me demande, vous serez pas en train un peu de dire n'importe quoi en psychanalyse? Bon écoute, on va essayer de faire simple. Imaginons que ça arrive à un mec qui... Soit comme moi, par exemple, qui en est vite marre dès que ça traîne en longueur. Ouais bon ok, on va faire vite. Pour résumer, le traumatisme ça a un début, un milieu et, espérons-le, une fin. Au début, ça commence avec un truc qui nous tombe dessus, et qui est vécu comme super dangereux. Quand le traumatisme débarque pour la première fois, le sujet est complètement débordé par ce qui surgit. Il ne pensait même pas qu'un truc pareil pouvait lui arriver. Du coup, il va se prendre une surcharge d'excitation ou d'émotion, et ça va le mettre complètement hors service. En bref, le traumatisme défonce la baraque. Et en fait, si ça nous a pris de court, bah c'est surtout qu'on n'y était pas préparé. L'idée à éclaircir, c'est que ce truc débarque sans sommation, sans prévenir, sans mise en mots. Alors que normalement on dispose d'une protection face à ce genre d'imprévu. Quand on reçoit une surcharge d'excitation externe qui risque de nous détruire, on n'encaisse pas ça d'un seul coup. En gros, pour se protéger, on dispose d'une sorte d'airbag ou de sas de sécurité que les psychanalystes appellent plus précisément le par-excitation. C'est ce qui nous permettrait d'avoir une réaction appropriée, comme son nom l'indique, il part les excitations, celles qui viennent de l'extérieur, pour nous protéger de l'intérieur. En gros, ça permet de temporiser un chouïa, histoire de bien réagir. Sauf que quand on subit un traumatisme, notre par-excitation est mis hors jeu. Et là, cette protection ne fonctionne plus. Du coup,
on n'est plus préparé face à ce qui nous arrive, on baisse notre garde, et nos défenses psychiques, elles marchent plus. Ah, alors finalement, l'événement qui a lieu met les pieds où il veut. Et c'est souvent dans la gueule. Bien évidemment, ce qui fait traumatisme dépend de chacun. Ça dépend de nos expériences, de nos limites, de notre maturité, etc. Donc au final, une rupture du col du fémur, ça sera pas la même chose à 4 ans qu'à 75 ans. Et à l'inverse, nous on adore regarder des films d'horreur, mais on va peut-être pas les montrer à notre petite cousine de 3 ans. La théorie de la psychanalyse sur le traumatisme, finalement, c'est que cette surcharge d'excitation qui est rentrée en nous, elle s'infiltre en nous, elle nous imbibe, elle nous corrompt, et ça pourra ressurgir encore sans arrêt tant que ça sera pas assimilé. Du coup, c'est comme toutes les grosses blessures, ça met du temps à cicatriser. Sauvez-moi, Finn et Jake. Sauvez-moi, Finn et Jake. C'est ce qu'on fait. Sauvez-moi, Finn et Jake. Pourquoi elle répète ça tout le temps? Mon pote, je crois qu'elle est traumatisée. Ah oui, donc le cerveau est complètement détraqué, c'est ça? C'est comme la résistance de mon grille-pain, elle grille à cause d'une surcharge de courant. Pas vraiment en fait, parce que si ça se répète, c'est pas non plus parce que le psychisme il est totalement foutu. Au contraire, en fait, ce sont juste des souvenirs très douloureux et qui s'opposent totalement au principe de plaisir, et donc forcément il va falloir qu'on les approche à petite dose, en faisant des tours, des détours, etc. Donc faut pas s'étonner si ça se répète. Oh merde, je rêve, c'est pas vrai ça. Je suis abonné au sous-sol et aux ascenseurs. Et on dit que la foudre tombe jamais 2 fois au même endroit. Alors ça arrive à tout le monde de ressasser sans arrêt une scène douloureuse. On a beau se dire qu'il faut pas y penser, qu'il faut tourner la page, c'est plus fort que nous, ça nous obsède. Et ça, c'est un trait essentiel du traumatisme, ça s'appelle la répétition. La répétition, c'est un peu à voir comme une lettre de relance qui arrive quand on lit pas notre courrier. C'est fait pour nous obliger à traiter l'information et à en prendre conscience. Prendre conscience, concrètement, ça veut dire rajouter des mots dessus, arriver à mettre des images par-dessus et tout ça. Et si on y arrive, on pourra peut-être dépasser le traumatisme. McLean. Je croyais que je vous avais déjà tué. Oui, je sais, on me le dit souvent. Alors en attendant que cette décharge d'excitation qui a surgi avec le traumatisme soit assimilée, ça pourra rejaillir encore et encore de l'intérieur, par exemple sous la forme de l'obsession. Et ça sera pas une seule relance, ça se répétera. Tant qu'on l'a pas vraiment cerné, ça restera un aspect de notre vie qui nous paraîtra étranger et menaçant. Et là, il faudra du temps et pas mal de répétitions pour pouvoir s'y faire. Et attends, le problème, c'est pas le film qu'on a choisi aujourd'hui, là, Alien? Parce qu'il nous avait mis des stops avec les films d'horreur. Quoi? Il nous avait dit, rappelle-toi qu'il supportait pas de manipuler ça au montage, que ça le mettait mal à l'aise, qu'il passait d'un mauvais moment, qu'il fallait arrêter, quoi. Ah non, moi si ma mémoire est bonne, la dernière fois que j'en ai parlé, au contraire, il m'avait dit que ça le dérangeait pas. Olivier. Mais arrête, mais si! Mais oui, bien sûr, continue à parler des films d'horreur. C'est pas grave si j'aime pas, l'important, c'est vous. Moi, de toute façon, vous savez très bien ce que je pense de vos idées. Non mais Olivier, là, on a vraiment entendu la même chose, toi et moi? Bah oui, bien sûr, continue à parler des films d'horreur. On en a rien à péter, Guillaume, ça lui fasse peur, qu'il en a marre. En plus, il vous l'a dit, mais personne l'écoute. De toute façon, vous savez très bien ce que je pense de vos idées de merde. Enfin bon, c'était Alien. Ah ouais, c'est vrai. Alors pour le sujet, on a choisi de piocher dans un film d'extraterrestre parce que dans ces films-là, contrairement aux films d'horreur, la menace, c'est pas quelque chose qui revient sur le devant de la scène comme quoi déjà. Voilà, comme ça. Non, dans les films d'extraterrestres, la menace, elle débarque d'un autre monde. On n'a pas de repère pour l'approcher, on sait pas ce que c'est. Du coup, c'est un peu un premier contact. Et parmi tous ces trucs gluants et visqueux qui viennent de l'espace, Pour nous atomiser la gueule. on a décidé de vous parler du meilleur de tous. Enfin, le pire, l'alien, le seul, l'unique. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors Alien, c'est 4 films, moult produits dérivés pour le plus grand bonheur des grands, mais aussi des petits. Ah non, pas ce truc, ça m'a traumatisé quand j'étais gosse. Vous pouvez pas parler d'autre chose, s'il vous plaît. Alors Alien, de quoi ça parle? Pour vous planter le décor, dans les 4 films, on suit la fabuleuse histoire d'une femme nommée Ellen Ripley. L'histoire commence un jour de l'an de grâce 2122. Le vaisseau de Ripley doit interrompre son voyage pour vérifier un signal bizarre venu d'une planète inconnue.
Sur cette planète, ils trouvent un vaisseau extraterrestre bien flippant. Mais comme ils sont cons, ils y vont quand même. C'est là qu'une bestiole bizarre saute à la gueule d'un des membres de l'équipage. En brave copain, ils le ramènent à bon port pour lui enlever cette saloperie. Et une fois rentré, ça se passe plutôt mal. Une autre bestiole encore plus dégueulasse lui sort du bide, mute dans des proportions ubuesques et dévore tout le monde. Tous, sauf Ripley. Et elle s'en sort de justesse. L'alien est mort, mais ce n'est pas fini. Car bien plus qu'une saloperie isolée, l'alien est une espèce entière pondue par une reine qui se développe en incubant de malheureuses victimes. Toute une génération d'aliens poursuivra Ripley et ses proches pendant des siècles. Dans le deuxième film, elle se fait poursuivre par toute une colonie d'aliens et bute la reine. Elle s'en sort. Mais comme elle en avait oublié un, ça recommence dans le troisième film. Elle doit faire le nécessaire pour le pourfendre, sauf que cette fois-ci, elle s'en sort pas. Mais ça n'empêche pas que dans le quatrième film, le final, accrochez-vous bien, on a recréé son clone, et les aliens par la même occasion pour nous rejouer cette bien belle histoire. Ah, tellement de bons souvenirs dans ce film. Une belle petite saloperie. Alors pour vous montrer en quoi l'alien est une parfaite incarnation du traumatisme, on va le faire point par point. Petite précision, on va utiliser les versions longues qui sont vachement plus complètes et intéressantes. Vous allez faire un top. Non ? Vous allez faire un top. Non. Et comme on a rien enregistré, numéro 1, l'impréparation. Putain, en plus je dois m'y coller quoi. L'alien, comme on l'a dit, c'est une bestiole qui est assez farouche. Mais bizarrement, au début de chaque film, quand elle toque à la porte, personne ne prend cette menace bien au sérieux. Là où ça saute aux yeux, c'est le cas de le dire, c'est quand on leur voit les Marines de l'espace. Ils ont beau être surentraînés, ils cherchent pas à savoir ce qu'ils doivent buter. C'est quoi le job? T'adoreras, c'est une mission de sauvetage. Il y a des filles de colons en chaleur qui attendent qu'on les sauve de leur pucelage. Ça va chier. Comme ils sont soldats, ils ont forcément eu des expériences traumatiques avant. Mais par contre là, ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Du coup, quand Ripley leur en parle, ça résonne en rien chez eux. Il n'y a pas de représentation possible dans leur tête pour s'imaginer ce qui les attend. Ils ne sont pas préparés quoi. Ils font leur propre projection sur le xénomorphe. Excusez mon lieutenant, un quoi? Un xénomorphe. Ça c'est ton moustique. Et on va à la chasse à cet insecte. Ils foncent tête baissée dans la tanière du loup, car c'est sans aucun risque selon leur général, et c'est toujours comme ça. Viens, minou. Viens, y a du lolo. Mais le moment venu... Surprise! Alors on vous parlait tout à l'heure du par-excitation, dans la saga Alien, tout ce qui peut jouer le rôle de barrière, de par-excitation, n'arrête jamais l'alien. Alors c'est pas tellement que la bestiole elle est super forte, c'est surtout que derrière les humains font n'importe quoi. Si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir. J'ai ouvert le sas. Et puis vu la force de l'alien, même si les humains avaient mis toute leur défense disponible sur le coup, c'est pas très probable qu'ils soient suffisamment préparés. Cette saloperie est en train de bouffer la coque. En bref, l'alien prend tout le monde au dépourvu. Ouais, tu sais, si ça se trouve, Alien, c'était le film qu'il fallait pas lui imposer cette fois-ci, On lui dit rien, il est pas dans le coup, Ah mais attends, on pouvait pas deviner ça. Mais bien sûr qu'on pouvait pas deviner, mais si ça se trouve, ça a traumatisé quand il était gosse, et puis voilà, c'était le truc qu'il fallait pas faire. Ah, donc en gros, pour toi, ce serait, genre, on l'a pris au dépourvu, en choisissant un film qu'il voulait pas, et lui, il nous prend au dépourvu pour se venger, en quittant la pièce comme ça au moment où je pose une question. Au moment où tu lui demandes quelque chose. Parce que tu lui as demandé des clubs, c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais, mais au final, du coup, c'est moi qui ai pas de clope dans l'histoire. Donc c'est lui le salaud. Ouais, vu sous cet angle, ouais. Numéro 2, une élaboration impossible. Ce qu'on remarque dans chacun de ces films, c'est qu'il est très difficile pour les personnages de mettre du sens sur ce qui leur arrive. Les mots manquent pour décrire ou définir l'alien. C'est d'ailleurs la première chose que demande Ripley. Elle veut mettre des mots sur cette chose avant de la faire rentrer dans le vaisseau. Elle veut la cerner, mettre des mots dessus, l'élaborer quoi. Quel genre de choses? Donne une définition claire. C'est un organisme. Ouvre le sas. D'ailleurs, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que quand Ripley arrive, elle, à décrire les aliens, elle est jamais prise au sérieux. Les autres sont toujours dans une sorte de déni ou de refoulement. Ramenez cette folle furieuse à l'infirmerie. Alors c'est vrai, Ripley, elle arrive pas à se faire entendre au début, mais bon, l'alien il fait tellement de dégâts qu'on va vite être obligé de prendre son histoire au sérieux. Il faut réfléchir à un Réfléchir à quoi? On est baisés. On va crever ici. Tu la fermes. D'ailleurs, au début, s'il y a des morts, on pense jamais directement à l'alien. On pense toujours à des trucs comme la peste, le choléra ou n'importe quoi d'autre. On n'arrive pas vraiment à cerner d'où ça vient.
C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Ouais. Ou alors, c'est un rapport avec l'extraterrestre, justement. L'extraterrestre de la dernière fois. Et ça, c'est ce qui se passe quand l'élaboration est impossible. En gros, faut réagir super vite, mais t'es complètement largué, tu comprends que dalle. C'est comme s'il y avait un court-circuit qui se passait dans ta tête. Mais malgré tout, il y a plusieurs réactions qui sont possibles à ce moment-là. Premièrement, tu peux être paralysé. Ça le paralyse entièrement, ça le met dans le coma. Mais ça le garde quand même en vie. Mais qu'est-ce que c'est? Ou alors, tu vas être dans l'effroi, figé par une terreur glaçante. Je ne peux pas bouger! Fiche le grand Lambert que je le tue! Je peux pas! Je peux pas! Enfin bon, la plupart du temps, dans ces cas-là, tu as plutôt des réactions à la con. Marqueur, ne le touche pas! Non, ne le touche pas! Ah ben si, touche-le même, tue-le même, parce que là, il va se barrer, et là, on va être dans la... Numéro 3, des défenses inopérantes. Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Alien, ça se passe toujours dans des couloirs ultra labyrinthiques dans lesquels le xénomorphe va faire son nid. C'était que ça. Au début, on croit qu'il y a toujours possibilité de l'isoler quelque part, mais on se rend vite compte qu'il met les pieds où il veut, en utilisant son sang acide pour transpercer les coques les plus solides, ou tout simplement en passant par le plafond. Et même si on arrive à bloquer un accès, il t'en déniche un autre en moins de 2. Ils vont fouiner pour trouver une autre entrée. Et c'est pour ça que l'alien représente parfaitement le traumatisme, parce qu'il se fout complètement des limitations internes, il passe à travers tout. On vous avait décrit dans notre épisode 6 les différentes topiques, expliquant ainsi que le psychisme était structuré, divisé en différentes zones, et qu'une pulsion ne pouvait pas aller n'importe où. Et ben si l'alien représente si bien le traumatisme, c'est que, comme ce dernier, il envahit et met hors jeu toute sa structure. Et j'ai l'impression que leur barricade n'a pas tenu. Et même s'il y a d'autres systèmes de défense dans la saga, ils sont pas adaptés non plus, les humains sont impuissants. Tout est mal foutu ici. On a un tas de matériel mais rien pour le réparer. Ça peut arriver à tout le monde d'être seul et sans défense, mais bon, dans ces cas-là, il y a toujours l'entourage, et ça aussi, ça fait partie des défenses, mais si on est totalement coupé du monde et que ce qui nous entoure est indifférent, voire hostile, eh bien là, ça deviendra très difficile de se remettre sur pied. Et être seul et sans défense, ça aussi c'est une caractéristique de la saga Alien, dont le sous-titre est quand même « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Et ce qui souligne particulièrement cet abandon par les autres et tout ça, c'est le rôle de la compagnie Weiland. La compagnie? Quelle compagnie? La Weiland, Yutani. Les anciens employeurs de Ripley. Comme toutes les compagnies, la compagnie Weiland a pour objectif d'utiliser ses employés pour se faire un max de blé. Mais elle, ça va être avec le xénomorphe. Au final, pour elle, la pénibilité au travail, c'est pas un truc qui importe beaucoup. La compagnie se fiche totalement de ça. Eux, ils le veulent. Pour leur bioarmement, ils veulent le tester en laboratoire. Ripley n'est donc qu'un pion pour cette compagnie. En même temps, c'est le cas de tous les autres employés de la Weiland. Alors la Weiland, c'est un petit peu comme Umbrella dans Resident Evil ou France Télécom pour ses employés. C'est en plus une industrie militaire de pointe qui s'est récemment fait racheter par le Walmart. Absorbé par Walmart. Ah, le capitalisme, c'est vraiment le meilleur des systèmes. 4. Un état de grande confusion. On vous a parlé d'ordre interne et de structure psychique. Et dans Alien, ce qui le représente le mieux, c'est la hiérarchie. Toujours bien installée au début, dès les premières secousses, ça va valdinguer dans tous les sens. Que ce soit les capitaines de vaisseau, les militaires, les petits chefs locaux, ceux qui commandent passent toujours pour des ploucs. Vous allez vous remuer! 5. Les dedans du traumatisme. Et c'est l'élément le plus essentiel du traumatisme, c'est ce qui nous a amené à choisir Alien pour exemple. C'est que le traumatisme il se passe en 2 temps. Premièrement, t'as un événement qui te saute à la gueule sans crier gare et qui va être intériorisé de force. Et dans un second temps, cet événement qui est intériorisé, il va se répéter, il va ressortir, et ça va faire mal. Et Alien, c'est exactement ça. Là, ça commence avec le facehugger, c'est une sorte de bestiole dégueulasse qui ressemble à une grosse main. Ou à une araignée. Oui, chacun ses fantasmes. En tout cas, ça s'agrippe aux humains pour leur pondre dans la bouche, mais au bout d'un certain temps, on finit par s'en défaire. Et une fois qu'on s'en est décollé, on s'imagine que tout est enfin terminé et que le pire est passé. Mais ce n'est qu'au bout de quelques heures que le pire surgit. Du coup, quand les problèmes ressortent, c'est là que ça fait mal. Autre élément qui montre que la saga Alien se passe en plusieurs temps, c'est déjà le fait qu'il y ait plusieurs épisodes, mais c'est surtout le fait que les épisodes sont très éloignés les uns des autres. Par exemple, entre le premier et le 2, il y a 57 ans d'écart, parce que Ripley elle était en phase d'hypersommeil. Mais surtout, entre le 3 et le 4, il y a 200 ans d'écart. Hélène Ripley est morte il y a 200 ans. Tu n'es pas elle. Oui, car Ripley meurt à la fin du 3, et donc celle qu'on suit dans le 4, c'est son clone créé par la Weiland. Non, le
Walmart. C'est vrai. Et d'un point de vue chronologique, même si les épisodes sont tous espacés les uns des autres dans le temps, et ben l'alien y revient toujours. Et c'est ce qu'en psychanalyse, on appelle l'après-coup du traumatisme. Et cet après-coup du traumatisme, on le voit aussi dans un autre trait distinctif de la saga qui est la fausse fin. Au bout d'1h30, tu penses que l'alien est mort, que tout le monde est tranquille, et boum, il revient sur le devant de la scène. Comme si, tu vois, ça voulait pas s'arrêter, comme si ça se répétait. 6. Un mauvais élément intériorisé. Bah oui. Un autre point marquant dans la saga, c'est que l'alien, il est toujours intériorisé. Intériorisé parce qu'il doit passer déjà par une phase d'incubation à l'intérieur de l'humain avant de pouvoir sortir, mais également parce qu'il a des répercussions mentales sur tous les membres de l'équipage. L'alien entriplé dans ses cauchemars. Quant à Newt, la petite fille du 2, elle est beaucoup plus sur la défensive depuis que les aliens sont arrivés. Il y a un blocage total. Physiquement, elle n'a rien. Mais c'est surtout dans l'épisode 4 que cette infiltration de l'humain par l'alien est particulièrement marquante, parce que Ripley a assimilé toutes ses capacités, à savoir du sang acide, des sens et une force surdéveloppée, etc. C'est tellement marqué que ça l'est directement sur son bras. Elle est le clone numéro 8, ce qui n'est pas sans rappeler que dans le premier film, l'alien était le 8e passager. Finalement, l'alien est devenu indissociable de l'humain. Bien évidemment, chacun assimile l'alien différemment, personne ne vit l'alien de la même manière. Bref, à chacun son traumatisme. Non mais attends, ça se trouve, là, ce qui s'est passé tout à l'heure, ça a rien à voir avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ça se trouve, ça a plutôt à voir avec quelque chose de beaucoup plus général, sur la place qu'il a dans le groupe, sur comment il se sent avec nous, sur le fait qu'il se sent peut-être pas entendu. Ouais, c'est ça. Non mais attends. Guillaume, ça fait longtemps que je l'ai cerné, il écoute pas, du coup il focus sur des conneries, alors à chaque fois qu'il faut comprendre quelque chose, il est largué, puis là il se barre, est-ce qu'il donne des nouvelles? Non. Ouais, c'est vrai quand même. Des fois je me dis qu'il y a quand même un petit problème d'écoute avec lui, alors que pourtant c'est dommage, nous on est prêt à l'écouter, on est prêt à l'entendre, et c'est juste lui qui fait jamais le premier pas. Jamais, voilà, il y a pas de tabou, mais jamais le premier pas. Et enfin, le point numéro 7, trouble de la mémoire et répétition. Petit cliché de film d'horreur, mais toujours bon à prendre, comme les personnages sont décontenancés par ce qui leur arrive, c'est pas si étonnant si après coup, ils s'en souviennent plus, parce que quand c'est arrivé, c'est comme s'il y avait personne aux commandes. Il fait très noir, Ripley, je n'ai plus la vision aussi fine. Et dans le même temps, paradoxalement, ce qu'ils ont vu est bel et bien rentré dans leur tête et n'en sort plus. Certains n'arrivent pas à oublier ces images ou ces émotions, mais impossible pour eux de retracer le contexte dans lequel elles sont apparues. Tu es dans ma vie depuis si longtemps que je ne me souviens de rien d'autre. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure sur le traumatisme, c'est la même pensée obsédante qui revient sans possibilité de la refouler. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est de voir que dans la saga Alien, tous les scénarios se répètent un petit peu dans les grandes lignes. Un ou plusieurs aliens s'infiltrent, bouffent tout le monde, et il faut trouver un moyen pour s'en sortir. Et puis bon, le personnage principal de la saga s'appelle quand même Ripley, ce qui en anglais veut dire répéter. C'est quand même pas anodin. Et en tout cas, dans les films, quand ça se répète, ça fait des dégâts. Ouais, bon, ça se répète, ça fait des dégâts, en même temps on n'est pas obligé de répéter toujours la même chose, ça peut être une occasion de prendre de la graine, de renforcer les défenses pour que la prochaine fois que l'alien vient, les défenses soient prêtes cette fois-ci. Et vous, la fille, vous êtes officier. Si vous preniez vos responsabilités. Alors le problème il revient, ça on l'aura compris, mais on n'est pas obligé de répéter tout le temps les mêmes erreurs, et vu sous cet angle, l'alien n'est pas forcément un rival ou un ennemi. C'est peut-être aussi une occasion, ratée pour beaucoup, de renforcer leur défense, une sorte de modèle, une leçon de vie un peu trash, sans doute, mais fortifiante. C'est un mécanisme de défense formidable. On n'ose pas les tuer. C'est d'ailleurs parce qu'elle apprend des leçons qui s'imposent à elle que notre chère Ripley va devenir une référence en termes de défense pour tous les autres. Parce que, en même temps, elle, on lui fera plus confiance qu'à ceux qui ont les flingues. Elle connaît les risques et les solutions envisageables. Avec qui il faut que je baise si je veux partir d'ici? Et même si elle n'y survit pas, son expérience de l'alien sera bénéfique à ceux qui viendront après elle. À ce qu'on raconte, tu as déjà eu affaire à ces bestioles. Ah oui, donc finalement le traumatisme c'est pas si compliqué que ça. C'est juste comme n'importe quel parasite, faut le sortir à tout prix et le plus vite possible, comme ça une fois que c'est fait, on n'en reparle plus. Non, pas vraiment, parce que le traumatisme il fait partie de toi, ne serait-ce que parce qu'il vient s'inscrire dans ton histoire. Du coup, si tu veux t'en dépêtrer, faut surtout pas l'exclure. Faut au contraire le situer dans ta vie. Du coup, faut pas chercher à voir le traumatisme uniquement sous l'angle de l'événement déclencheur. Parce que regardez, dans la saga Alien, on pourrait très bien se dire que les aliens ils ont toujours existé, mais qui posaient pas problème avant qu'on les trouve. C'est leur rencontre avec l'humain qui a fait traumatisme. Alors pour comprendre les lourdes conséquences du traumatisme, commençons par voir le parcours de Ripley. Il y a de bons exemples là. À partir du moment où l'alien lui tombe dessus pour la première fois, elle va tout perdre.
Toutes ces relations, amicales, professionnelles, amoureuses, familiales, tout va y passer, à tel point qu'à la fin, il n'y a plus que l'alien dans sa vie. Partout où elle passe, il ressurgit jusqu'à ce qu'ils deviennent tous les deux indissociables. Maintenant, je fais partie de la famille. Et au fil des épisodes, Ripley apprend de plus en plus de ses erreurs. À tel point qu'à la fin, elle est capable de pouvoir bien réagir, de pouvoir survivre. Et si l'alien est une menace pour tout le monde, elle pourra se défendre et même attaquer. Et ça, c'est super chouette, c'est une mémoire qu'elle peut transmettre aux autres. Tiens, ça te fera un joli souvenir. Du coup, quand Ripley se confrontera une dernière fois à l'alien, ce sera plus du tout sous le signe du manque, de la détresse ou de la dépendance. Non, ce sera en mode alien, s'il vous plaît. Et c'est un mode très sympa. Elle s'y est adaptée, elle en tire sa force. On peut donc considérer son traumatisme comme une expérience qui a pu la définir, et d'une certaine manière, la compléter. Elle a quelque chose du prédateur, on dirait. Oui, elle va continuer de faire notre fierté. Bon allez, je prends les paris. Je suis sûr qu'en fait, en lui demandant une clope, j'ai réactivé une espèce de castration infantile comme ça, qui est revenue d'un coup, et en plus, après avoir analysé un film qui apparemment l'avait traumatisé quand il était enfant, j'ai un petit peu fait une espèce de surcharge d'excitation libidinale, tu vois. Et donc, au final, la clope plus le film traumatisant, ça fait une vraie répétition post-traumatique. Ouais. Ou alors, c'est un lien avec sa mère. En même temps, tout a un lien avec la mère. Par qui là? La saga Alien, c'est donc 4 super films, 4 réalisateurs, des super suites, des jeux vidéo, des produits dérivés. Enfin bon, si on est ok pour mettre Alien vs Predator dans notre panthéon culturel du bon goût, Prometheus et Alien Covenant... Ouais, non, ça va aller. Voilà, faut pas déconner, on est encore loin de pouvoir mettre des mots sur cette expérience traumatique, on n'était pas préparé pour de telles merdes. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur la saga Alien, c'est que chaque film complète assez bien les précédents, parce que c'est un peu comme s'il reprenait le scénario, mais qu'il les modifiait un petit peu. Et puis chaque film donne de la gueule à l'alien. On a quand même l'alien dans le 1, on a la reine alien dans le 2, on a l'alien vache dans le 3. C'est pas plutôt un alien chien d'ailleurs. Et on a un alien hybride dans le 4. Et c'est ça l'après-coup, c'est quand une catastrophe initiale se rejoue. Et c'est pour ça qu'on disait que le traumatisme était un destin qui se répète jusqu'à ce qu'il puisse être élaboré par quelqu'un. Dans la saga, toutes ces répétitions vont nous permettre de mieux connaître l'alien, de savoir l'apprécier. C'est une sorte d'évolution heureuse. Et c'est un peu ça que la psychanalyse nous invite à faire en séance. Une analyse bien menée, c'est l'occasion de sortir victorieux de ces combats psychologiques, de conférer un sens humain à un parcours chaotique, la possibilité de mettre de l'affect là où il n'y en avait pas, de renouer les liens là où ils s'étaient rompus, d'améliorer ses défenses, etc. Bref, de nous y retrouver même aux moments les plus sombres. Car ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, comme disait l'autre, et il en va de l'alien comme de tous les autres traumatismes. Parce qu'en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Non, franchement, j'ai pas voir repasser tout le tournage dans ma tête, je vois vraiment pas ce que tu déconner ou... Putain, je vous ai appelé 15 fois, vous avez pas répondu une seule fois. Qu'est-ce que vous avez branlé? Je sais pas, je sais même pas où est mon téléphone. Pourquoi t'es parti si longtemps, là? J'étais dehors. Je suis allé chercher ces putains de clopes de monsieur, parce que monsieur ne peut pas se déplacer pour acheter des clopes, n'est-ce pas? Et puis... Vous êtes sérieux? Y'a plus de bière, là? Mais sérieux, qu'est-ce que vous avez branlé depuis tout ce temps? Bah rien, on s'est posé tranquille, quoi. T'entendais? Ouais, donc vous avez encore parlé psycho pendant 2 heures, en gros, c'est ça? Mais non, pas du tout, pas du tout. On fait pas que ça, on sait quand même s'arrêter des fois, attends. En fait, t'as une clope pour moi, du coup? Bah qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas, on a dit quelque chose de mal? C'est peut-être l'après-coup de ce qui s'est passé dans l'épisode 6, ça. Qu'est-ce qu'on a dit déjà dans l'épisode 6? Ça continue encore, c'est que le début d'accord. Quelque chose vient de tomber, c'est mes dents qui bouffent le plancher, c'est toujours les mêmes qui me tabassent,